Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. C'est une maladie qui fait des ravages dans le monde des femmes. Le cancer du col de l'utérus cause la mort de plus de 1500 femmes chaque année au Cameroun. Il représente le deuxième cancer le plus fréquent après celui du sein. Comment reconnaître les premiers signes? Quelles sont les causes? Qu'en est-il de la vaccination présentée comme étant un moyen efficace de la prévention du cancer du col de l'utérus? Actu Santé ce soir faire un focus sur cette maladie. Et notre invitée ce soir est le professeur Tchente Ngefak Charlotte. Elle est agrégée de gynécologie, chef service du département gynécologie de l'hôpital général de Douala, également enseignante. Bonsoir docteur et merci de répondre à une préoccupation qui touche à l'intimité de la femme. Bonsoir Nadine, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox TV et merci pour l'invitation. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. On se retrouve dans un instant. De plus, merci de nous retrouver. C'est Actu Santé sur Equinox Télévision et nous parlons ce soir du cancer du col de l'utérus. Alors, professeur Tchente Ngefak, le cancer du col de l'utérus, qu'est-ce que c'est exactement? Cancer du col de l'utérus, c'est une prolifération cellulaire anormale, anarchique, désordonnée et qui se trouve au niveau du col utérin. Dans le col de l'utérus, c'est cette partie de l'utérus qui peut être perçue lorsque on met un spéculum en consultation de gynécologie ou bien lorsqu'on introduit le doigt dans le vagin. Et donc, ces cellules-là deviennent anormales et prolifèrent de manière désordonnée et acquièrent même des capacités à être agressives pour des cellules environnantes ou alors quitter le point de départ du col et aller attaquer d'autres organes à distance. C'est ça en fait le cancer. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ce cancer du col de l'utérus? Alors aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus, c'est un des rares cancers pour lequel on a une cause bien connue, qui est un virus sexuellement transmissible qu'on appelle le Human Papilloma Virus, donc virus papillome humain en français. Et comment il se transmet? C'est un virus qui se transmet par voie sexuelle lors des rapports sexuels. D'accord. Il faut effectivement qu'il y ait l'activité sexuelle ou alors même les attouchements peuvent également être à l'origine. Alors, effectivement, même des attouchements ou alors des contacts sans pénétration peuvent être à l'origine parce que si le virus se retrouve par exemple au niveau de la vulve ou bien du périnée, il peut être d'autres par contact peut aussi être infecté. Alors, comme vous l'avez dit, le cancer du col de l'utérus se transmet. Cela voudrait dire qu'il y a des femmes qui peuvent contracter le virus sans forcément faire la maladie. Oui, bien évidemment. Alors, le Human Papilloma Virus, il y en a plusieurs variétés et ce qui détermine le cancer du col de l'utérus, c'est on appelle les Human Papilloma Virus à haut risque. Et lorsque une femme entre en contact avec le virus, tout dépend de ses défenses personnelles. Lorsqu'on a une bonne immunité, quand on est encore jeune, souvent avant 35 ans, le virus est spontanément éliminé par l'organisme. Lorsqu'on a des bonnes défenses et on va guérir spontanément et on ne va pas faire le cancer. Mais lorsqu'il y a une persistance du virus, en ce moment-là, il va stimuler les cellules qui vont finir par commencer cette prolifération anarchique dont j'ai parlé et donc de déterminer le cancer. Et quels sont les facteurs de risque du cancer du col? Alors, dans les facteurs de risque, lorsqu'on dit que c'est sexuellement transmissible, c'est déjà tous ces facteurs-là, c'est-à-dire la sexualité un peu désordonnée, ça veut dire des multiples partenaires sexuels ou bien avoir un partenaire qui a de multiples partenaires sexuels, la promiscuité, bien évidemment, lorsqu'on a des rapports sexuels précoces. Et au-delà de ça, maintenant, il y a des facteurs qu'on va dire un peu favorisants, c'est-à-dire c'est le virus qui va être à l'origine, mais ça va l'être d'autant plus qu'on a un terrain qui est un peu prédisposé, notamment lorsqu'on a une immunodépression, lorsqu'on a d'autres infections sexuellement transmissibles, telles que herpès et tout, c'est des co-infections qui vont favoriser ça. Lorsqu'on est une grande multipare, parce que
À chaque fois qu'on accouche, par exemple, le col doit revenir à la normale. Donc, il y a des réparations qui se font, on appelle des métaplasies. Et à chaque fois qu'une cellule essaye de se reconstituer, de se remettre, elle est plus fragile. Donc, si le virus entre en ce moment-là, ben, il aura plus tendance à s'installer. Donc, il y a la grande multiparité qui est un facteur de risque aussi. Bien sûr, lorsque on a des rapports sexuels précoces, bien évidemment, on a aussi comme autre cofacteur le tabagisme, parce que lorsqu'on fume, ça fragilise au niveau de la muqueuse aussi. Le tabagisme, ce sont des autres cofacteurs. Mais l'étiologie, c'est le HPV qui va d'autant créer le cancer qu'on aura ces facteurs de risque-là dont on vient de citer. Donc, si on comprend bien avec ces facteurs, on peut aisément comprendre que la femme fait autant la maladie que l'homme. Alors, non. Déjà, l'homme n'a pas de col de l'utérus. Et c'est l'anatomie du col de l'utérus qui prédispose cet organe-là à faire le cancer. Alors, vous allez me dire, ok, on dit c'est sexuellement transmissible, ça veut dire que l'homme là, ça veut dire que l'homme pouvait aussi avoir un cancer du pénis. Effectivement, le human papillomavirus peut être à l'origine d'un cancer pénien chez l'homme. Mais ce n'est pas aussi fréquent que le cancer du col parce qu'au niveau du col, l'histologie veut qu'il y a deux épithéliums différents, l'endocole et l'exocole. Et il y a une zone de jonction qui est en fait une zone de fragilité. Et c'est par cette zone de fragilité-là que le virus entre. Alors que chez l'homme, on n'a pas cette zone de fragilité-là. Donc, c'est ça qui fait que, malgré que ce soit quelque chose de sexuellement transmissible, c'est la femme qui fait plus de cancer du col et l'homme fait moins de cancer de pénis lié au HPV. D'accord. Parlons de l'évolution du cancer du col de l'utérus. Il peut prendre en moyenne combien de temps pour se développer? Alors, ça, c'est quelque chose de très intéressant à connaître aussi parce que c'est sur ces faits-là que sont basés la prévention, le dépistage. Lorsqu'on est infecté par le human papillomavirus, ça peut prendre à peu près 10 à 15 ans pour qu'on ait un cancer, parfois un peu plus. Mais c'est vrai que si on est immunodéprimé ou bien diabétique, enfin, tout ce qui peut causer une immunodépression, ça peut être le VIH ou le diabète ou bien les corticoïdes qu'on prend, ça peut être un peu plus court ce délai-là. Donc, on a un long délai entre l'introduction du virus dans l'organisme et la survenue du cancer. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses. L'épithélium commence à devenir un peu anormal progressivement et on a ce qu'on appelle des lésions précancéreuses qu'on peut dépister en ce moment-là, les traiter pour éviter d'avoir un cancer. Donc, voilà, ça prend du temps pour avoir le cancer et on sait agir et on a même la chance qu'au niveau de l'organisme, le col est un des rares organes comme ça où on peut voir le cancer arriver. Ça veut dire qu'on peut tout à fait le stopper. D'accord, on va revenir sur la question du dépistage tout à l'heure, mais déjà, le cancer est égal à maladie silencieuse, mais est-ce qu'il n'y a pas des signes qui peuvent alerter et amener une femme à aller se faire consulter chez le spécialiste? Les signes d'alerte du cancer du col. Alors, les signes d'alerte du cancer du col, le premier signe d'alerte, c'est ce que nous appelons en médecine le saignement de contact. Alors, le saignement de contact, ça veut dire quoi? Lorsque j'ai un rapport sexuel, je saigne après, parce que la tumeur est au niveau du col et le col, il n'est pas si caché. Et la tumeur, en général, est friable, c'est hyper vascularisé, donc ça saigne facilement. Donc, lorsqu'on a un rapport et que la verge de l'homme touche la tumeur, ça va saigner. Donc, si la femme, par hasard, introduit le doigt dans son vagin, elle va avoir un saignement, alors qu'elle n'est pas à la période des menstruations. Donc, c'est ça le saignement de contact. C'est souvent un des signes pathognomoniques et parfois un peu précoce du cancer du col. Au-delà de ce signe clinique, la femme peut avoir des douleurs. Alors, mais il faut bien comprendre que les douleurs, en général, ne s'installent que lorsque la maladie est déjà assez avancée.
dans la plupart des cas, des cancers. Donc on peut avoir des douleurs, on peut avoir une masse, on peut avoir une pesanteur, on peut avoir un écoulement qui est fétide et qui est purulent lorsqu'il y a eu une surinfection déjà de la tumeur. Et souvent, c'est aussi un signe clinique qui nous oriente beaucoup, c'est-à-dire la femme qui a le cancer du col, quand elle entre en consultation, l'odeur simplement vous permet de comprendre que ça, ici, là, c'est probablement un cancer du col. Donc, des pertes qui sont très fétides. Donc voilà ce que la patiente peut recevoir, peut percevoir comme symptômes qui doivent l'amener à consulter. Et comment il s'effectue le diagnostic du cancer du col de l'utérus? Alors, le diagnostic est fait bien sûr par le médecin qui va commencer d'abord par faire un interrogatoire. L'interrogatoire va permettre de rechercher les facteurs de risque que nous avons cités. Et après l'interrogatoire, le médecin va examiner la patiente. En général, l'examen doit se faire sur une table de consultation gynécologique avec une bonne source de lumière. Et le médecin va mettre un spéculum et à l'aide de la source de la lumière, on voit la tumeur en consultation externe. Donc on met un spéculum et on va voir que le col est anormal. Alors, lorsqu'on a vu qu'il y a une lésion sur le col, en ce moment, on complète l'examen pour pouvoir voir s'il y a déjà des signes d'une localisation secondaire. Et ça, c'est au plan clinique. Maintenant, au plan paraclinique, il va falloir faire un prélèvement d'une petite partie de cette tumeur-là, ce qu'on appelle la biopsie, pour envoyer au laboratoire d'anatomie pathologique. Et c'est les anapathes qui vont travailler sur la biopsie et regarder au microscope, découvrir les caractéristiques de la cellule cancéreuse et le diagnostic sera donc posé en ce moment-là. D'accord. Concernant les lésions précancéreuses, il faut dire qu'à ce stade, il y a encore de fortes chances pour sauver la patiente. Mais bien évidemment, les lésions précancéreuses sont curables et définitivement curables. C'est d'ailleurs pour ça que on va peut-être arriver à la prévention, qu'on demande de faire la prévention, puisqu'on quand on a détecté une lésion précancéreuse, on sait la traiter et elle guérit. Et à ce moment-là, on ne parle plus de cancer après. Oui. Et à quel âge une femme devrait faire cet examen, le frottis cervico-vaginal? Raisonnablement, comme c'est un virus qui est sexuellement transmis, on conseille que 3 ans après le début de l'activité sexuelle, la femme peut commencer à faire son dépistage, c'est-à-dire le frottis cervico-utérin. Il y a d'autres examens de dépistage. Lorsqu'on est dans un milieu où on ne peut pas faire le frottis, il y a ce qu'on appelle les tests d'inspection visuelle après application de Lugol ou bien d'acide acétique qui sont faits par le personnel soignant et qui permettent aussi de voir s'il y a une lésion anormale au niveau du col, puisque ce n'est pas dans toutes les régions du Cameroun qu'on peut avoir la chance de faire un frottis cervical. Et il y a aussi d'autres tests qu'on peut faire, notamment le dépistage du virus HPV, et ça c'est même de plus en plus encouragé, parce que lorsqu'il n'y a pas de HPV, on ne va pas avoir des lésions précancéreuses. Donc lorsqu'on a un HPV, soit il peut guérir spontanément, ou alors il va évoluer vers la lésion précancéreuse et plus tard vers un cancer. Donc autre test pour le dépistage des lésions précancéreuses, c'est de faire simplement la recherche par PCR de Human Papilloma Virus. Et d'ailleurs, les Américains ont beaucoup développé ce système aussi maintenant. Lorsqu'on fait le test et qu'il est négatif, on peut attendre 5 ans tranquillement avant de refaire un autre test. Alors qu'avec le frottis, on conseille de faire tous les 2 ou 3 ans. D'accord. Le cancer du col de l'utérus touche à l'intimité de la femme. Dans votre pratique au quotidien, est-ce que des femmes viennent librement pour se faire dépister? Alors, ici, dans notre pratique, il faut dire que vraiment le public n'est pas souvent beaucoup informé. Et c'est pour ça que c'est franchement encourageant de faire des émissions comme ça, que nous espérons vont être suivies du grand public, parce que beaucoup de femmes ne viennent pas spontanément. En consultation, dit bon voilà, j'ai entendu parler de ça, je vais me faire dépister. Mais j'interpelle aussi les soignants qui doivent faire leur rôle. C'est-à-dire qu'on a toujours encore beaucoup de collègues qui voient des patientes et qui ne vont pas demander spontanément de faire le dépistage. Pourtant, c'est une chance de rattraper encore. C'est un sujet tabou? Alors, bon, non, moi je pense quand même pas tabou, parce que le cancer c'est quelque chose de méchant. Je pense qu'on doit en parler librement. Je pense que les femmes ne demandent pas spontanément, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas la connaissance. Parce que lorsqu'elles viennent en consultation gynéco, elles sont quand même examinées. Donc voilà quoi. Je ne pense pas que c'est tellement
des problèmes de tabou. Je pense que c'est plus un problème d'information qui doit passer. Et quelle est la prévalence du cancer du col de l'utérus au plan national? Alors, au plan national, lorsque on regarde les cancers de la sphère génitale simple, c'est-à-dire l'ovaire, les trompes, l'utérus, la vulve, le vagin, donc en bas, le cancer du col, bien sûr, c'est le premier de cette sphère génitale-là, autour de 76%. Si on prend les cancers gynécologiques et mammaires, le cancer du col devient le deuxième en termes de fréquence. Je voulais ici rappeler, en comparaison avec les pays développés, que de nos jours, le cancer du col est vraiment très rare dans les pays développés à cause de la systématisation et de l'encouragement des femmes à faire leur frottis. Et donc, on traite les lésions précancéreuses et on ne parle plus de cancer. Donc, c'est dans nos pays sous-développés qu'il est encore très fréquent. Quelles sont justement ces manifestations du cancer du col et les complications? Alors, les manifestations, nous avons déjà parlé, c'est-à-dire des saignements de contact, une masse, des écoulements purulents, des douleurs. Et lorsqu'il y a une localisation à distance, on peut avoir un symptôme lié à l'organe atteint. Par exemple, s'il y a une métastase pulmonaire, le malade va tousser. S'il y a une métastase abdominale hépatique, on peut avoir un ballonnement abdominal, on peut avoir une ascite. Et donc, les complications, c'est souvent les localisations à distance. D'abord, localement, l'extension pour le cancer du col commence d'abord au niveau loco-régional. Le cancer va s'infiltrer jusqu'à la paroi pelvienne. Ce faisant, il va bloquer l'urétère. D'accord? J'ai déjà évoqué ça un peu plus tôt. Il va bloquer l'urétère et on a souvent une dilatation et une insuffisance rénale à cause des reins qui est détruit puisque les urines ne drainent plus. On va avoir un envahissement de la vessie. On peut avoir un envahissement du rectum avec donc des douleurs, des saignements. Et maintenant, à distance, on peut avoir un envahissement pulmonaire. Ça, ce sont les complications de la maladie. Et quand tous ces organes-là sont envahis, le malade va être amaigri, il va avoir un mauvais état général et ça va conduire à la mort. Alors, et forcément, sur le plan psychologique et même l'équilibre du foyer, ça y joue également. Bien évidemment, bien évidemment. Vous savez que voilà, à un moment donné, lorsqu'on a des douleurs, on ne peut plus avoir des rapports sexuels. Lorsqu'on a des saignements de contact, ça devient un peu gênant de continuer à avoir des rapports sexuels. Et puis, bon, c'est des maladies pour lesquelles la prise en charge, ça coûte cher, c'est pas donné. Et voilà, si on est dans des familles où il n'y a pas assez de moyens, parfois c'est aussi le manque de moyens qui fait que certaines traînent au quartier et ne peuvent pas venir. Nous n'avons pas encore la chance d'avoir ce système de santé universel, ces assurances-là qui peuvent permettre de prendre en charge tout le monde. Et donc, ça crée beaucoup de problèmes psychologiques, psycho-affectifs, d'autant que dans notre environnement aussi, dès qu'on entend cancer, on se dit que c'est la mort. Pourtant, lorsque le cancer est dépisté à un stade précoce, il peut être guéri. Donc, nous utilisons bien le terme guéri. Lorsqu'on dépiste un cancer du col, peut-être à un stade 1, le malade a toutes les chances d'être guéri. Le cancer du col, c'est un cancer qui n'est pas si méchant que ça, quoi, comme certains cancers du sein qui sont très, très agressifs. Pour le col, on a quand même souvent beaucoup de chances, beaucoup de malades guérissent lorsqu'ils arrivent à des stades avancés. Et une femme peut-elle concevoir avec un cancer du col? Oui, on a certaines femmes qui arrivent justement, c'est à l'occasion de leur grossesse qu'on diagnostique le cancer. Lors du premier examen prénatal, on tombe sur la tumeur et puis elle vous dit oui, effectivement, j'ai quelques petits saignements. Donc, puisque dès que le spermatozoïde réussit à passer, il peut aller féconder et la cavité utérine en ce moment n'est pas encore envahie puisque c'est au niveau du col à l'extérieur. Donc, on a quelques femmes qui consultent pour cancer du col en grossesse. D'accord. Et l'une des armes efficaces de la prévention du cancer du col de l'utérus, c'est bien sûr la vaccination. Et le gouvernement l'a d'ailleurs introduit l'année dernière, en 2020, dans le programme élargi de vaccination. Mais plusieurs parents étaient réticents, évoquant notamment les risques d'infertilité à la longue. De votre avis d'expert, comment réagissez-vous à ces appréhensions du grand public? C'est vraiment dommage parce que je pense que la médecine évolue. Et nous devons tout faire pour suivre cette évolution-là et pouvoir avoir une santé correcte.
Je pense que ce n'est pas aujourd'hui simplement que les vaccins ont été mis sur pied. On a eu des grandes maladies très mortelles qui ont été vaincues simplement grâce à la vaccination. Je pense peut-être à la poliomyélite, à la variole. Et la plupart des virus, en fait, sont difficilement curables. Et quand on dit un virus, le plus souvent, c'est des vaccins qui nous aident à la prévention. Donc, franchement, je ne sais pas quel intérêt les laboratoires ou bien gagnerait à stériliser les femmes. Pourtant, on est là pour prévenir une maladie. Donc, nous devons quand même un peu réfléchir. Je sais qu'avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui ne fait pas beaucoup de bien à tout le monde, au personnel de la santé, parce qu'il y a des informations qui circulent, qui ne sont pas toujours correctes. Et pour peu qu'il y ait un petit effet, on va le grossir fois 100. Il faut savoir qu'on réfléchit en termes de santé publique. C'est-à-dire, si on met sur pied un vaccin, même s'il y a un effet secondaire et que ce vaccin-là permet de prévenir, de protéger 1 million de personnes pour un effet secondaire, ben on va prendre les 1 million de personnes. Donc, c'est l'approche santé publique. N'ayez pas peur. Ce vaccin, personne n'a aucun intérêt de stériliser les jeunes filles ici. À l'époque, c'était pareil. À un moment donné, quand on a introduit la vaccination antitétanique dans les écoles pour pouvoir protéger les jeunes filles, pour éradiquer le tétanos néonatal, les gens ont pensé à... D'accord, très rapidement, on va sortir de l'émission. Le vaccin, il est disponible pour les filles de quel âge? 13, 14 ans, enfin 9 ans, enfin c'est de 9 à 13, 14 ans. D'accord. Et quels sont les autres moyens de prévention du cancer du col de l'utérus? Alors, en dehors de la vaccination, nous avons le dépistage par le frottis du col, l'inspection visuelle après application d'acide acétique et le Lugol. Donc, voilà les moyens. Ça, c'est le dépistage. La vraie prévention primaire, c'est la vaccination. Et le dépistage, c'est la prévention secondaire. D'accord, merci professeur Tchente Ngefak Charlotte, agrégée de gynécologie, d'avoir répondu aux questions d'Actu Santé ce soir. Merci beaucoup. J'espère que le public a appris quelque chose et que dorénavant les femmes vont courir faire leur dépistage pour que nous ne parlons plus de cancer du col dans notre environnement aussi, comme dans les pays développés. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce numéro d'Actu Santé sur Equinox Télévision. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi pour une autre édition. Allez, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas que votre santé n'a pas de prix.